Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Aquí nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il existe un secret que même la science moderne n'a jamais su pénétrer pleinement. Ce mystère se joue dans l'invisible, entre la fin d'une vie et le commencement d'une autre. Ce n'est ni un battement de cœur, ni une cellule qui se divise, mais quelque chose de plus subtil. Une conscience qui chute dans le silence, puis s'élève de nouveau, ailleurs. Là, entre deux souffles d'éternité, commence la véritable histoire de la vie. Selon les enseignements de l'Abhidhamma bouddhiste, la vie ne débute pas au moment où le corps prend forme, ni même lorsque l'embryon s'attache à l'utérus. Elle naît au moment précis où la conscience quitte une existence et en embrasse une autre. Ce n'est pas une migration physique, mais un transfert d'essence, de potentiel, de karma. Ce premier instant est marqué par la disparition de la dernière conscience de la vie précédente, appelée Kuti Citta. Cette conscience, chargée des traces de tout ce qui a été accompli, pensé, ressenti, meurt, pour mieux renaître. Car, immédiatement, presque comme une étincelle insaisissable, surgit la Patisandhicitta, la conscience de liaison, l'esprit de renaissance. Elle ne vient pas seule. Elle porte les graines du passé, les tendances, les empreintes karmiques. C'est elle qui déterminera la qualité de la vie à venir, ses joies, ses épreuves, ses inclinaisons. Mais ce moment est invisible. Aucun microscope, aucun instrument médical ne peut le détecter. Il ne laisse ni trace ADN, ni flux sanguin. Et pourtant, c'est le moment où la destinée se recoude à la matière. C'est là que se décide si une âme renaîtra dans un corps humain, animal, céleste ou infernal. L'entrée de la conscience dans une nouvelle existence se produit à la jonction exacte entre l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Mais ce n'est pas le hasard biologique qui décide de cette jonction. C'est une réponse aux lois du karma, aux échos vibrants des choix passés. Imaginez que chaque acte, chaque parole, chaque pensée de notre vie antérieure est tissée une empreinte invisible. Cette empreinte vibre encore au moment de la mort. Et cette vibration appelle un espace, une ouverture, une nouvelle matrice. Lorsque l'union physique se produit dans un couple, l'univers regarde. Est-ce l'environnement adéquat pour cette conscience-là? Si oui, la conscience de renaissance entre. Sinon, elle attend ou cherche ailleurs. Ce moment est silencieux, sacré, sans drame apparent. Mais c'est là que commence un cycle immense. C'est le premier pas dans la roue du samsara, le cycle des renaissances. Et dans ce pas se cache tout. La cause, la condition, la direction. Aucune identité n'existe encore. Il n'y a ni nom, ni forme, ni souvenir. Mais le courant de conscience qui entre dans cette nouvelle vie porte déjà les germes d'un destin. La conscience n'est pas une entité statique. Elle est un courant. Ce courant plonge dans un nouveau lit, un nouveau corps. Il n'est pas le même que dans la vie précédente. Mais il n'est pas totalement différent non plus. Il est comme une flamme qui, allumée d'une autre flamme, continue à brûler, différente, mais née de l'autre. Ce processus est régi par la loi de l'interdépendance. Rien n'apparaît sans cause. La naissance d'une conscience ne se produit pas arbitrairement. Elle est conditionnée. Elle répond à des causes précises. Et pourtant, dans cette mécanique cosmique, il y a un espace pour l'éveil, pour l'intention, pour la sagesse. Ainsi, avant que le cœur ne batte,
avant que le sang ne coule, avant même que les premiers tissus ne se forment. Une présence est là, une conscience silencieuse, chargée d'histoire, propulsée par la force du karma, enracinée dans l'impermanence. Et c'est ici, dans ce silence invisible, que la vie commence vraiment. Une fois que la conscience de renaissance a pénétré le nouvel embryon, la danse de la vie s'enclenche avec une précision silencieuse. Nous ne parlons pas ici de simples processus biologiques, mais d'un agencement sacré entre l'esprit et la matière. Ce moment s'appelle Kalala, et il est aussi fragile qu'un souffle, aussi sacré qu'un mantra. Kalala, selon les textes bouddhistes, est le stade où l'être est réduit à une masse semi-liquide, à peine perceptible à l'œil nu. Un minuscule globule flottant dans l'océan de l'utérus, comparable à une goutte d'huile sur l'eau. Il n'a pas encore de forme, pas encore de traits, mais en lui réside l'empreinte complète d'une vie entière. Ce n'est pas un amas de cellules aléatoires. C'est un plan, un schéma, un potentiel en attente d'activation. C'est à ce stade que les 5 agrégats, Rupa, la forme, Vedana, les sensations, Sana, la perception, Sankara, les formations volitionnelles, et Vijnana, la conscience, commencent à se réorganiser. Ils étaient là, dissous dans l'esprit de renaissance, et maintenant, ils trouvent un support dans la matière. La Kalala est la première chambre où s'opère le mariage entre Nama, l'esprit, et Rupa, le corps. C'est ici que la vie psychique rencontre le monde matériel. Ce n'est pas une fusion brutale, mais un enlacement progressif, presque amoureux, entre la conscience et les particules. Le karma agit en arrière-plan, comme un sculpteur invisible, modelant déjà les traits, les tendances, les vulnérabilités de cet être en devenir. Le mystère est que, même si cet être n'a pas encore de forme définie, il n'est pas vide. Il porte en lui une orientation. Certains êtres renaissent avec une tendance naturelle vers la compassion, d'autres vers la colère, certains vers l'intelligence, d'autres vers la confusion. Tout cela ne vient pas de la génétique seule, mais de la mémoire karmique, du bagage porté par la conscience de renaissance. Les anciens maîtres enseignaient que même à ce stade, le flux de conscience est ininterrompu. Il n'a pas de souvenir clair, mais il vibre. Il capte déjà des impressions subtiles de son nouvel environnement. Le ventre maternel n'est pas un espace neutre. Il est un monde vibrant, plein de sons, de humeurs, d'émotions. Et la Kalala, bien que primitive, ressent tout cela comme une onde. Ce que la mère mange, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense même. Tout cela entre dans la vibration du petit être. L'être est là, flottant, mais déjà connecté, déjà influencé, déjà en train d'apprendre. Ce n'est pas encore un enfant, mais ce n'est pas rien non plus. C'est une promesse, et dans cette promesse, la graine de la conscience s'éveille lentement. Le corps est encore un mystère, mais l'esprit, lui, est déjà à l'œuvre. Ce n'est pas une tabula rasa, c'est une page déjà marquée, qui va se remplir de nouvelles lignes. Et dans cette première semaine, dans ce stade de Kalala, c'est comme si l'univers retenait son souffle. Lorsque la deuxième semaine s'ouvre, le Kalala devient Abuddha, un terme poétique pour désigner une forme encore plus précise, mais toujours informe. L'être, maintenant un peu plus dense, flotte dans la matrice avec une présence fragile. Le terme Abuddha évoque un éclat, une clarté naissante. Ce n'est pas encore un corps,
mais une intention en voie de densification. Le karma continue son travail silencieux. Ce n'est pas un choix arbitraire. Ce qui est en train de se développer est la suite logique d'un mouvement commencé bien avant la conception. C'est une orchestration invisible entre ce que l'être a été et ce qu'il est en train de devenir. La forme est translucide, comme une perle à peine solide. L'être n'a pas encore de visage, ni de membres. Mais la pulsation de la vie s'intensifie. Le cœur commence à frémir. Les cellules se multiplient à une vitesse fulgurante. Pourtant, ce n'est pas un simple processus biologique. Chaque division cellulaire répond à un plan plus vaste, un schéma guidé par l'intention karmique. À Bouddha est le moment de la cristallisation silencieuse. L'être devient un petit monde fermé, mais vibrant. Il est comme une graine dans la terre, invisible à la surface, mais pleine de vie à l'intérieur. Et à ce stade, même s'il n'a pas de forme définie, il est déjà lui. Son identité n'est pas encore apparente, mais elle est là, en germe. Les bouddhistes enseignent que le karma agit ici comme un architecte spirituel. Ce n'est pas une punition ni une récompense, mais une conséquence logique. Les choix faits dans les vies précédentes colorent le type de corps qui sera formé, les organes, les sens, la santé. Même les vulnérabilités sont déjà en cours de programmation. Rien n'est laissé au hasard. Et pourtant, malgré cette détermination, tout n'est pas figé. La conscience, même à ce stade, est influençable. Les pensées de la mère, les émotions, les vibrations environnantes ont un impact. Le champ énergétique du fœtus est poreux. Il absorbe, il écoute, il réagit. C'est pourquoi, dans certaines traditions, on recommande aux futures mères de réciter des mantras, de méditer, de parler avec amour au bébé. Ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité énergétique. Même à ce stade précoce, l'être entend sans oreille, voit sans yeux, ressent sans peau. Il est pur réceptacle, pur miroir. La Bouddha est donc bien plus qu'un stade biologique. C'est un moment sacré, un seuil fragile où l'invisible prend forme. Et dans cette lente gestation, la roue du samsara continue de tourner. Nous entrons maintenant dans une phase où l'être commence à vibrer d'une manière plus nette, plus intense. Le stade Passus, situé entre la 3e et la 4e semaine, est appelé par certains maîtres l'éclat de l'esprit. Non pas parce que l'intelligence y est formée, mais parce que c'est ici que la conscience trouve pour la première fois une base claire dans le corps. Adayavatu, le siège du cœur subtil. À ce stade, le corps est encore sans forme. Un amas rouge, palpitant doucement, sans yeux, sans visage. Mais ce corps se bat. Il respire lentement à travers la volonté cosmique du karma. Il est encore aveugle, mais pas inactif. Les prémices du cerveau, des nerfs, des circuits internes se mettent en place invisiblement. Et dans cette masse encore incertaine, quelque chose de très précieux s'active. La capacité à ressentir. Non pas encore de manière consciente comme un être humain adulte, mais à travers des ondes, des impulsions, des échos. Le champ de conscience commence à se caler sur le champ biologique. Le flux d'informations commence à circuler, de manière fluide, mais subtile. Le passus est aussi le moment où les bases des 6 sens se mettent en place. Pas encore développées, mais esquissées. L'œil, l'oreille, le nez, la langue, la peau et l'esprit. Ces bases seront les portails par lesquels l'être interagira avec le monde. Elles ne sont pas encore actives, mais elles sont là, comme des graines dans la boue. La conscience, quant à elle,
commence à circuler à travers ces embryons de portail. Elle ne voit pas, elle ne goûte pas, mais elle attend, elle s'étire, elle ressent. Et déjà, elle est influencée. Les maîtres de méditation disent que c'est à ce stade que la tendance mentale de l'être commence à se fixer. Joie ou peur, ouverture ou fermeture. C'est comme si les vieilles tendances du passé commençaient à s'incarner, à se fixer dans la chair. Ce n'est pas la personnalité, c'est la graine de la personnalité. Le passus est un rappel bouleversant que nous ne sommes pas que des corps. Nous sommes des courants de conscience qui cherchent des portails pour s'exprimer. Et ces portails, ces bases sensorielles, sont les passerelles qui nous permettront de vivre, de souffrir, de comprendre, de nous éveiller. Le voyage continue, mais déjà, tout est là. Dans ce petit amas rouge, sans yeux et sans bouche, dort la totalité du futur. Un futur que l'on peut encore transformer si l'on apprend à voir. Ce voyage intérieur depuis l'effondrement de l'ancienne vie jusqu'au premier éclat de l'incarnation n'est pas une fable. C'est une réalité spirituelle qui nous rappelle que nous ne sommes pas nés par hasard. Chaque moment de notre existence actuelle est enraciné dans cette profondeur invisible. Si ce que nous sommes aujourd'hui est le fruit de ce qui a été semé avant, alors la question est simple. Que sommes-nous en train de semer maintenant pour la suite de notre cycle? Si ces révélations ont touché quelque chose en toi, n'oublie pas que tu as le pouvoir, dès maintenant, d'influencer les cycles à venir. Abonne-toi pour recevoir la suite de ce voyage sacré à travers les étapes de la naissance, car ce n'est qu'un début. Et surtout, veille à ton esprit, car il est ton seul véritable héritage. Certains diront que ce n'est qu'un amas de cellules, mais les maîtres de sagesse voient en ce moment un seuil sacré. C'est ici que la matière, jadis fluide, commence à se raffermir. C'est ici que le mystère du corps se révèle à travers la densité, où le souffle karmique modèle la chair. Ce stade est appelé Ghana, la masse solide, et il marque un tournant décisif dans le voyage de l'être. À la 5e semaine, l'être devient plus qu'une vibration. Il devient forme, pas encore pleinement définie, mais assez pour qu'on puisse deviner l'architecture divine en cours de manifestation. Ce corps en gestation, petit, encore flou, commence à développer des contours, bourgeons de bras, de jambes, les prémices du visage. Tout cela n'est pas seulement le fruit de l'ADN, mais d'une mémoire profonde. Une mémoire tissée d'actions passées, de pensées non dissoutes, de désirs anciens. La masse de Ghana est comme de l'argile entre les mains d'un potier. Mais ce potier, ici, n'est pas extérieur. Il réside à l'intérieur. C'est le courant du karma lui-même qui guide les mains invisibles, sculptant l'être selon les formes méritées. La beauté, les failles, les dons, les handicaps. Tout découle d'un plan invisible, précis, parfois implacable, mais jamais cruel. Car même ce qui semble être une injustice porte en germe une possibilité de transformation. Durant ce stade, les organes internes commencent à former. Le cœur bat plus fort. Le foie, les reins, les poumons embryonnaires esquissent leur structure. C'est un ballet organique, un miracle sans public, orchestré dans le silence d'un utérus. Mais à chaque pulsation, l'être se rapproche de sa propre incarnation. Ce que la science appelle développement embryonnaire, l'Abhidhamma le voit comme la réactivation du karma. Ce n'est pas juste une croissance, c'est la manifestation progressive d'une destinée.
l'esprit qui a choisi ce corps, ou plutôt l'esprit attiré vers ce corps par la force de ses actes passés, est en train de s'incarner, cellule après cellule. La conscience, pendant ce temps, ne dort pas. Elle est présente, même si elle ne pense pas encore comme un adulte. Elle est consciente à sa manière, par contact subtil. Elle ressent les flux hormonaux de la mère, les états émotionnels qui parcourent son monde intérieur. Elle s'imprègne de cette ambiance, comme une éponge énergétique. Le lien mère-enfant n'est donc pas une connexion créée à la naissance. Elle commence bien avant. Elle commence ici, dans cette phase silencieuse, où l'être se forge dans l'invisible. Et plus l'esprit maternel est paisible, aligné, lumineux, plus l'environnement vibratoire devient favorable à une incarnation harmonieuse. C'est aussi ici que certaines inclinations mentales profondes peuvent s'imprimer dans le système nerveux en formation. Un être destiné à chercher la vérité peut déjà manifester une plus grande sensibilité à la lumière, au son, à la vibration intérieure. Un être marqué par la peur peut déjà se contracter au moindre choc émotionnel de la mère. Tout cela se tisse non par hasard, mais par correspondance. La masse de Ghana est donc bien plus qu'un stade biologique. Elle est la matrice d'un futur en devenir, le support d'une conscience qui cherche à exprimer son histoire, son karma, mais aussi, potentiellement, sa libération. Car chaque cellule porte, en son cœur, le souvenir de l'unité perdue. Et chaque battement de ce minuscule cœur embryonnaire est un rappel silencieux. Tu es né pour te souvenir, pas pour t'endormir. Et dans cette promesse, le voyage continue. C'est une phase spectaculaire, même si elle se déroule loin du regard humain. Ce qui était masse devient structure. Ce qui était esquisse devient manifestation. Le stade de Pasaka est comme l'aube d'un monde nouveau. C'est ici que les traits se forment, que les bras s'étendent, que les doigts se dessinent. Et plus encore, c'est ici que les portails de la perception humaine s'ouvrent. Les 6 bases sensorielles, ou ayatana, se forment progressivement. Les yeux, les oreilles, le nez, la langue, la peau et surtout le siège de l'esprit. Chacun de ces organes devient un pont entre le monde intérieur et l'univers extérieur. Ce ne sont pas de simples outils, ce sont des portes. Et derrière chaque porte se trouve une manière d'expérimenter le samsara ou de s'en libérer. L'être bouge. Il ne bouge pas encore avec intention, mais il réagit. Il répond. À quoi? Au flux subtil d'énergie qui circule autour de lui. À la lumière qui filtre à travers le ventre maternel. Au son des battements du cœur de sa mère. À la fréquence de ses pensées, même. L'être, bien que non verbal, est un lecteur de vibrations. Et c'est là toute la magie de Pasaka. La vie commence à parler sans mots. Les gestes du fœtus ne sont pas aléatoires. Ils sont les premières manifestations d'une conscience incarnée. Et cette conscience, même embryonnaire, est traversée de désirs, de curiosité, de réflexes anciens. Les bouddhistes enseignent que chaque sens, dès sa formation, est un vecteur de plaisir ou de souffrance. Voir, entendre, goûter. Autant de chemins vers l'attachement ou vers la clarté. La morphologie s'affine. Les traits deviennent tantôt reconnaissables. C'est comme si le masque humain était enfin prêt à recevoir le souffle divin. L'être est encore dans l'ombre, mais il porte déjà son visage. Un visage chargé de milliers de naissances passées, mais tourné vers une possibilité de délivrance. Le cerveau, quant à lui, commence à s'activer.
non pas pour penser, mais pour enregistrer. Il capte, encode, structure l'expérience. Les premières connexions neuronales s'installent. Et avec elles, les premiers conditionnements potentiels. La mère, elle, ressent de plus en plus la présence. Ce n'est plus une simple masse, c'est un être. Elle le perçoit dans son ventre, dans ses rêves, parfois même dans ses intuitions. Et le lien se renforce. Il devient un dialogue silencieux, un échange vibratoire entre deux champs de conscience. C'est aussi à ce stade que le corps énergétique du fœtus se densifie. Dans certaines traditions, on dit que l'aura du bébé commence à apparaître. Une aura fine, encore fragile, mais déjà teintée des couleurs de son karma. Certains êtres naissent avec une lumière naturelle, d'autres avec des ombres. Tout dépend des causes semées, mais aussi de l'environnement présent. Pasaka est l'étape de la révélation. Ce qui était contenu devient visible. Ce qui était silencieux commence à parler. Et ce langage, bien qu'inaudible, est celui de la vie elle-même. Une vie qui ne demande qu'à être honorée. Et puis vient ce moment. Le grand passage, le franchissement du seuil. Après des semaines de silence, de transformation, de lente croissance dans l'obscurité sacrée de l'utérus, l'être s'apprête à sortir. C'est la naissance. Jati. Mais cette naissance n'est pas un commencement. C'est une continuation. Une manifestation extérieure de ce qui s'est longtemps préparé en silence. L'enfant ne devient pas. Il révèle ce qu'il est depuis bien avant. Il n'est pas un livre vide. Il est un manuscrit ancien qui s'ouvre à nouveau. Le moment de la naissance est un choc. Non seulement physique, mais aussi spirituel. Le corps est expulsé dans un monde de lumière crue, de sons bruyants, de sensations intenses. Ce n'est pas un simple changement d'environnement. C'est un arrachement, un arrimage. Un arrachement à la matrice. Un arrimage au monde des formes. Le cri du nouveau-né marque ce passage. Ce cri n'est pas seulement un réflexe biologique. C'est la conscience qui hurle son retour dans le samsara. C'est le début d'un nouveau cycle d'attachement, de désir, de peur, mais aussi de possibles éveils. Les agrégats se manifestent en plein. Forme, sensation, perception, formation mentale, conscience. Tous sont maintenant actifs. L'être perçoit, réagit, absorbe. Il entre dans un monde structuré par le langage, la culture, les attentes. Et déjà, sans qu'il le sache, il est pris dans les filets de l'illusion. Mais tout n'est pas souffrance, car en lui dort aussi la lumière. L'enfant porte dans les replis de sa conscience la trace de la sagesse. Cette sagesse peut être réactivée, nourrie, révélée. Mais elle dormira tant que l'esprit sera voilé par l'ignorance. C'est pourquoi l'Abhidhamma insiste sur la compréhension des causes. Rien n'est aléatoire. Chaque naissance répond à un enchaînement de conditions interdépendantes. Ignorance, formation mentale, conscience, nom et forme. 6 bases sensorielles, contact, sensation, désir, attachement, devenir, naissance. Et à la fin, vieillesse, souffrance, mort. Rompre cette chaîne est le but. Mais pour cela, il faut la voir, la comprendre, la ressentir profondément. Et c'est ce que nous avons tenté d'explorer dans ce voyage. Du silence avant la vie jusqu'au premier cri, il y a tout un univers. Un univers sacré, oublié, mais désormais révélé. Tu viens de parcourir les étapes invisibles de ton propre voyage. Ce n'est pas une simple description de l'embryologie spirituelle,
C'est un miroir tendu vers ton essence. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es le fruit d'un tissage subtil entre le karma et la conscience. Et maintenant que tu sais, que vas-tu faire de cette connaissance? Continue ce voyage intérieur. Reconnecte-toi avec la sagesse enfouie en toi. N'attends pas la prochaine naissance pour te rappeler qui tu es vraiment. Abonne-toi, car les prochaines révélations que nous explorerons ensemble t'aideront à franchir d'autres seuils. Et partage cette vidéo avec ceux qui cherchent plus que des réponses, ceux qui cherchent la vérité, car c'est ensemble que nous nous éveillons.